Cher Alain Baraton, je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir à Nancy, vous qui régnez depuis, allez, on peut le dire, plus de 35 ans, à la fois sur les jardins du Grand Parc de Versailles, du domaine national du Trianon, et depuis 2009 aussi, du domaine de Marly. Chère Françoise Rossello, merci. C'est faux ? Non, c'est vrai, mais je voulais quand même vous dire merci pour votre accueil. Merci à vous d'être venus aussi nombreux vous découvrirez ce soir. tout à l'heure la salle. J'ai quand même entreaperçu, parce qu'on a quelques éclairages qui m'empêchent de voir le nombre de personnes présentes, mais je suis très ému et très sensible à votre présence. Un grand merci à vous. Et donc, pour répondre à votre question, oui, je suis à Versailles depuis 1976. Je suis en charge de ce lieu depuis 1982, pour être exact. Donc, cela fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Alors, vous avez chaque week-end, et je sais que ça, vous sacrifiez vos grasses matinées depuis 15 ans parce que vous avez un nombre d'auditeurs extrêmement important sur France Inter où vous tenez une chronique à 7h45, la main verte. Et puis, vous êtes aussi chaque semaine sur la quotidienne pour France 5 avec un ancien d'ailleurs, Maître Gérard Michel, qui doit être votre complice. Alors, il faut dire que si vous avez un public si vaste, c'est que vous entendre parler des jardins, c'est un vrai bonheur. Parce que non seulement vous avez l'amour de la nature, l'amour de votre métier, mais vous êtes aussi un formidable conteur. Et la manière que vous avez de nous conter la nature, derrière chaque plante, de nous raconter, de nous faire voyager, de nous raconter l'histoire de la plante, d'enchanter la botanique avec la mythologie, fait que de livre en livre, vous êtes en train de faire une véritable encyclopédie passionnante des jardins. Alors, le Camélia de ma mère, qui est votre actualité littéraire, c'est votre 18e livre. Nous allons... Ah, je les ai comptés. Oui, non, mais j'ai fait ça sérieusement quand même. Nous allons commencer par lui, même si nous allons parler aussi, bien sûr, de Versailles et de plusieurs autres livres. Ce Camélia de ma mère, un livre comme l'écrit Grasset, qui s'offre comme un bouquet de fleurs, et c'est vrai, il est assez intime finalement, puisque à travers lui, on comprend que c'est votre grand-père qui était un sage, qui aimait la nature et à qui on a offert un camélia qui finalement ont peut-être été à l'origine de cet amour pour les jardins. Ce n'est pas impossible. L'occasion aussi dans ce livre, bien sûr, de rendre hommage à ma maman, toujours vivante, toujours bon pied, bon oeil. Quelle chance. Oui, même si elle a un caractère parfois un peu trempé. Je me plais même à rappeler que ma maman a un tel caractère que Tati Daniel à côté, c'est Sœur Teresa. Mais j'ai tellement été source d'inquiétude pour mes parents que je me devais quand même, elle a 91 ans, de lui rendre un hommage. Et il est vrai que ce camélia, qui est donc le camélia de mon grand-père, un jour m'a interloqué. Déjà, ce camélia, il a connu 7 enfants qui ont joué au ballon, qui l'ont utilisé comme gardien, comme piquet pour le but. Ce camélia a connu le débordement du bassin d'Arcachon lors de la grande tempête de Cynthia. Il a connu des tempêtes de neige, il a connu le froid, et il est toujours vivant. Et je trouve ça extraordinaire que ce camélia, finalement, qui est celui qui a été dans le jardin de mon grand-père, l'homme que j'ai toujours vénéré, soit toujours vivant. Je trouve ça miraculeux. Mais surtout, vous disiez ma passion pour les plantes, la mythologie, mais surtout qu'un jour j'ai appris d'où venait le camélia. Ai-je le temps de raconter en 2 mots l'histoire du camélia ? Vous avez 1h15 et je pense que j'ai posé ma dernière question. Oui, non, en fait. Mais pas du tout. Vous allez comprendre le pourquoi. Il s'avère que comme certainement beaucoup d'entre vous, j'ignorais complètement que le thé, la boisson que l'on boit, était fait avec des feuilles de camélia. Je l'ignorais, je l'avoue. Et je me suis dit, camélia de Chine. Le camélia de Chine. Et j'ai découvert l'histoire du camélia en général. Et cette histoire est extraordinaire et mérite vraiment d'être racontée en 2 mots. Au XVIIe siècle... Un peu plus. Allez, 3. Ouais. Au XVIIe siècle, les Anglais vont en Chine acheter le thé. Ils en achètent des fortunes, ils dépensent des sommes colossales. Tant et si bien qu'au bout d'un certain temps, les Anglais se disent, au lieu d'acheter le thé aux Chinois, achetons plutôt le théier, le camélia de Chine, plantons-les chez nous à Londres ou à côté, et on produira directement le breuvage, on économisera beaucoup d'argent.
Sauf que les Chinois sont des affairistes reconnus et ils n'ont pas envie de vendre l'objet même de leur négoce. Et que font-ils? Ils vendent aux Anglais non pas les camélias de Chine, mais les camélias du Japon. Or, le camélia du Japon a des feuilles qui ne peuvent pas devenir du thé. Donc, inutile dans votre jardin, si vous avez un camélia, d'en faire du thé, vous risquez de le regretter. Les Anglais arrivent avec les camélias du Japon, se rendent compte qu'ils ont été bernés, mais découvrent un arbuste à la fleur extraordinaire. Et le camélia du Japon devient, en Angleterre, au XVIIe puis au XVIIIe siècle, une plante à la mode. Au XIXe siècle, en France, chez nous, Alexandre Dumas écrit La Dame aux camélias. Et son héroïne, Marie Duplessis, souffre. Avec 2 L ou un L? Ah bah justement, elle souffre déjà de problèmes, j'allais dire, respiratoires. Le camélia ne sent pas. Moralité, il l'a choisi comme plante. Et il va l'écrire avec un seul L. Erreur. On peut être un grand homme d'écriture et ne pas être très doux en orthographe. C'est le cas apparemment de Alexandre Dumas, qui n'écrit Camélia, sa dame aux camélias, qu'avec un seul L. Finalement, le livre est un succès planétaire et l'Académie française autorisera l'écriture de camélia avec un L quand vous en parlez en français et avec 2 L quand vous en parlez en botanique. Donc pour jouer au Scrabble, les deux sont bons. Les deux sont bons, je vous le garantis. Et dans les jardins, ce sont des camélias du Japon. Est-ce qu'il y a des camélias de Chine? On pourrait y en avoir, mais le camélia de Chine n'a pas un intérêt très décoratif. Il n'est pas très beau, mais on pourrait produire en France du thé sans aucun problème. Mais du thé de Versailles n'aurait peut-être pas la réputation du thé de Ceylan, par exemple. Donc laissons aux Indiens, laissons aux Asiatiques en général le soin de produire du thé et contentons-nous de produire de la vigne, et c'est déjà pas si mal. Et le nom de camélia vient d'où? D'un prêtre qui était un missionnaire, et c'était les missionnaires au XVIIIe siècle qui étaient les seuls autorisés à circuler en Chine, parce qu'ils étaient des hommes d'église, donc ne portaient pas d'armes, et parce que justement ils étaient pacifistes, on leur ouvrait les portes. Et c'est le père Joseph Camel qui aurait été l'un des premiers à découvrir le camélia, et on lui aurait donné le nom pour honorer son travail. Mais je fais partie de ceux qui doutent, parce que je doute de tout, moi. Et en fait, je n'ai pas la preuve manifeste que Camel n'ait même jamais vu un seul camélia de sa vie. D'accord. Eh oui. Alors, le camélia, vous parliez du Japon, a été aussi l'emblème des samouraïs. Il l'est toujours. Il est toujours. Il l'est toujours. Il y a encore quelques samouraïs. Je connais bien le Japon parce que Versailles travaille au Japon. Nous aidons l'empereur du Japon. Travaille avec la Chine aussi. Voilà, nous travaillons avec la Chine, le Japon. J'ai eu la chance de partir régulièrement à Tokyo pour restaurer le parc Shingoyen, car il y a une partie à la française. Oh, pour la petite anecdote à propos de cette partie à la française, Catherine Pégard, la présidente du château, me disait qu'il serait bien que l'on puisse rendre public le nom de l'homme qui a créé ce jardin français au XIXe siècle à Tokyo, pour qu'il devienne en quelque sorte une sorte de le nôtre asiatique. Sauf qu'après nous être bien renseignés, on a découvert que cet homme était un escroc et qu'il avait été emprisonné, finalement, condamné en 1936 à de la prison, déchu de tous ses droits de porter des médailles de décoration, et comment dire, il a même été déchu de sa... Il y a un terme, pas nationalité. Nationalité, oui. Enfin, bon, toujours est-il que l'homme qui a créé ce jardin au Japon est un escroc, et donc le dénommé Martinet aujourd'hui n'est plus évoqué ni par Catherine Pégard ni par moi-même. D'accord. Alors, ce camélia, quand a-t-il été importé en France? Le premier camélia introduit au Japon date je crois que c'est 1760, et les camélias sont véritablement apparus en quantité raisonnable dans les années 1800, sauf que les camélias à l'époque étaient considérés comme des plantes d'appartement, à tort. On les mettait donc dans les intérieurs, ils ne passaient pas l'hiver, mouraient, ce qui fait que les camélias sont en France depuis, on va dire, 200 ans, mais il faut attendre une bonne cinquantaine d'années supplémentaires avant qu'on les installe dans le jardin. Et puis, Gabrielle Chanel en a fait le comble de l'élégance en les mettant sur ses tailleurs. Et oui, bien sûr. Et oui, le camélia blanc qui est le symbole de la maison Chanel, tout comme également, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, le muguet est le symbole de la maison Dior. Comme quoi vous parliez du végétal, que serions-nous sans végétaux? Le socialiste a choisi la rose, Jacques Chirac avait choisi la pomme. Vous voyez, donc le monde du végétal est un monde vraiment important. Et même quand le peuple aujourd'hui se manifeste, je pense à la révolution du jasmin, à la révolution des œillets, quand je pense aux royalistes et à la fleur de lys. À propos de la fleur de lys, peut-être l'occasion, là encore, de douter de l'authenticité. Je mettais en cause Camel en disant qu'il n'avait peut-être jamais vu de camélia. Je vous donne un exemple comme quoi il faut être prudent. D'où vient la fleur de lys? On dit que c'est l'emblème royal. C'est faux. La fleur royale n'a jamais été le lys, mais l'iris. Explication.
Nous sommes à l'époque de Clovis. Il a décidé de mettre hors de France des Visigoths qui font régner la terreur du côté de Poitiers. Alors Clovis part à la tête de son armée, il veut intervenir, mais il est bloqué, il y a une rivière qui lui empêche d'intervenir. Mais il constate qu'une biche a trouvé un passage pour traverser le cours d'eau à gué. Alors que fait Clovis? Il suit l'élégante bestiole. Avant de franchir, il voit un iris en fleurs, l'iris jaune, l'iris des marais. Il l'accueille et la met sur lui-même. La victoire est écrasante. Il va donc en faire la fleur symbole de sa victoire. Et la fleur d'iris va donc devenir la fleur par la suite de Louis. Et la fleur de Louis va devenir la fleur de lys. Mais regardez bien la découpe d'une fleur royale, c'est un iris, ce n'est pas un lys. Merci beaucoup de nous avoir appris ça. Oui, mais je vous prie de m'excuser pour les propos qui vont suivre. Mais j'aime bien de temps en temps aller vérifier les informations. Depuis que je suis petit, on me donne des livres d'histoire, on me donne des journaux et on me dit c'est l'actualité, circulez, il n'y a rien à voir, vous devez en tenir compte. Je travaille à Versailles depuis très longtemps et il y a des choses qui m'ont toujours paru bizarres. On me dit toujours Louis XIII fait construire un château qui va être agrandi par son fils Louis XIV. Mais est-ce que Louis XIV est vraiment le fils de Louis XIII? Moi, je me suis posé la question. Déjà. Et vous avez la réponse? Et j'ai la réponse. J'explique. Oui. Louis XIII épouse Anne d'Autriche. Pendant des mois, rien. Mais absolument rien. Louis XIII n'est pas vraiment, j'allais dire, un adepte de la bagatelle. On sait qu'ensuite, quand il veut tromper son épouse, avec Marie de Hautefort, il va prendre un râteau. Quand il va vouloir tromper son épouse avec Mademoiselle de Lafayette, un râteau. Je vous rappelle que le râteau, vous connaissez. C'est ma spécialité. Oui. Je possède une collection de râteaux personnels, une merveille. On sait que quand Louis XIII veut séduire le marquis de Cinq-Mars, il réussit. Donc déjà, Louis XIII est peut-être homosexuel. Ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat. On sait également qu'entre le moment où Anne d'Autriche et Louis XIII se marient et le moment où ils vont avoir un enfant, il va s'écouler plus de 20 ans. Je vous rappelle qu'à l'époque, le rôle principal d'une souveraine est de donner un enfant à la couronne, un héritier au trône. Donc on attend plus de 20 ans. Elle va accoucher de Louis XIV, elle est âgée de 43 ans. 43 ans, c'est canonique à l'époque, comme pour une femme. C'est quelque chose d'incroyable. Alors que s'est-il passé? Pourquoi n'était-elle pas enceinte pendant aussi longtemps? Bien peut-être que Louis XIII, comme on dit, était empêché. Et si c'est un homme qui apparaît aux côtés d'Anne d'Autriche, qui va finalement entretenir une relation avec elle et la mettre enceinte. Et si cet homme, c'était tout simplement le cardinal de Mazarin? Eh oui, et j'ai retrouvé un document exceptionnel conservé aux archives nationales. Et voilà ce que dit ce document historique, je n'invente rien. Je le cite, je vous prie de m'excuser, c'est un petit peu relevé. Les couilles de Mazarin ne travaillent pas pour... Prenez le temps de... Les couilles de Mazarin ne travaillent pas pour rien, car à chaque coup qu'elles donnent, elles font branler la couronne. Donc, ce que je dis pour Louis XIV est valable également pour les plantes ou pour M. Kamel. Méfiez-vous de temps en temps de ce que vous lisez. On nous dit parfois n'importe quoi. Alors, puisque vous êtes sur l'histoire, on va faire une autre parenthèse, puisqu'évidemment, nous sommes dans la ville de Stanislas, beau-père de Marie Lesinska, qui était la femme de Louis XV. Et alors, vous avez des anecdotes, je crois que c'est dans le Jardinier de Versailles, assez horribles. Louis XV n'était pas quelqu'un de très sympathique, non. Mais la façon dont il parlait de sa femme me fait encore plus comprendre pourquoi son cœur est à Nancy avec ses parents. Oh, il y a une anecdote, il y avait un homme d'église qui était au Petit Trianon, qui était un proche de Louis XV. Il reprochait à ce dernier de passer son temps à tromper la reine. Et chaque fois qu'il croisait Louis XV, il lui disait « Majesté, la reine, la reine ». Et Louis XV en a eu assez. Et un jour, il l'a invité à Trianon. Et matin, midi et soir, il lui a fait servir de la dinde. Et au bout d'un moment, le prêtre n'en peut plus. Il lui dit « Mais Majesté, je ne comprends pas. La dinde, toujours de la dinde, rien que de la dinde ». Et le roi lui a répondu « Eh oui, que voulez-vous? La reine, toujours la reine, rien que la reine ». Voilà. C'est une histoire authentique. Mais vous savez, c'est une époque qui était assez extraordinaire. Vous me parlez de Louis XV. Je vais vous raconter une petite anecdote sur Louis XV. Quand on parle du Petit Trianon, on vous explique que Louis XV se prend de passion pour la botanique
Et il décide de construire un château, le Petit Trianon, pour être au plus près des savants qui viennent tous les jours travailler. Moi, je me suis posé la question, pourquoi avoir construit ce Petit Trianon alors que le château existe à moins d'1 kilomètre et qu'il y a le Grand Trianon? C'était quand même beaucoup plus simple. Alors, dans d'autres ouvrages historiques, on vous dit que c'est Madame de Pompadour qui a incité le roi, là encore pour être au plus près des savants, à faire construire le Petit Trianon. Eh bien, l'histoire exacte pour le Petit Trianon est la suivante. Il faut comprendre comment vit le roi à l'époque. Il vit avec Madame de Pompadour. Et le rituel du roi le soir est immuable. Tous les soirs, il honore sa maîtresse. L'homme est vert, il va le rester toute sa vie. Ensuite, il prétexte auprès de Madame de Pompadour, il prétexte aller faire un baiser sur le front de son épouse. Uniquement un baiser sur le front. Tous les ans, la reine accouche d'une petite fille. On sait également que Madame de Pompadour fait construire, pour satisfaire le goût du roi de la multitude, fait construire le parc aux cerfs, où elle demande à des jeunes filles de venir, donc qui sont éduquées pour satisfaire le désir du roi. On sait qu'elle se déguise également pour amuser Louis XV. On a retrouvé dans ses affaires personnelles après son décès des tenues de fleuriste ou de jardinière. On sait que Madame de Pompadour demande à des amis, eux, de se joindre à elle le soir pour distraire le roi. C'est ce qu'on appelle en langage administratif externaliser les prestations. Eh bien, malgré tout ce que fait Madame de Pompadour pour Louis XV, le rituel du roi est immuable. Après avoir honoré sa maîtresse et embrassé son épouse sur le front, il prend le petit escalier près de sa chambre et monte aux étages supérieurs où des jeunes filles l'attendent. Et Madame de Pompadour, extrêmement contrariée, convoque un soir l'architecte et décide de faire détruire l'escalier. C'est une femme d'autorité, une femme de pouvoir. L'architecte est embêté, mais il obéit. Et on casse l'escalier près de la chambre du roi. Madame de Pompadour peut savourer sa victoire. Le roi peut bien sûr prendre un escalier plus loin, mais il sera vu. Cela devrait le dissuader. Mais Louis XV ne se laisse pas berner. Il convoque quelques jours plus tard le même architecte et il ordonne que soit montée à l'extérieur de la fenêtre, montée sur poulie, une chaise. On l'appellera la chaise volante. L'ascenseur est donc né à Versailles pour Louis XV. Alors, Madame de Pompadour demande la construction du Petit Trianon, un petit logement à l'écart de tous les courtisans, où le personnel n'est pas logé dans le bâtiment et où la chambre du roi occupe le dernier étage. Donc en fait, le Petit Trianon est une garçonnière pour elle et le roi, un nid d'amour si vous préférez. Voilà pourquoi il y a eu ce petit château, et non pas pour des questions de botanique. Mais c'est clair qu'il n'y a pas que l'histoire des jardins qui vous a intéressé depuis que vous êtes à Versailles. Mais comment voulez-vous? Je suis entré à Versailles en 1976 et j'ai eu comme premier interlocuteur Gérald de Vanderkemp. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais cet homme était un seigneur, c'était un conservateur. Quand on le voyait rentrer dans une salle, on était tous paniqués, vraiment pétrifiés. Et cet homme m'a raconté des histoires sur Versailles inouïes. Et je me suis dit, il est devenu fou. Cet homme est devenu fou. Et puis Gérald de Vanderkemp est parti vers d'autres aventures. Il fut remplacé par Pierre Lemoine, qui à son tour m'a raconté quantité d'histoires. Pierre Lemoine, conservateur général de Versailles. Il fut lui-même remplacé par d'autres conservateurs. Et à un moment donné, vous vous dites, mais comment ces gens-là peuvent-ils d'un côté tenir des écrits aussi rigoureux en histoire et vous raconter autant de folie et peut-être se moque-t-il de vous. Donc je suis parti en renseignement sur ce qu'il m'avait raconté et j'ai découvert des choses inouïes. Prenons l'exemple de la construction du château. Je suis persuadé, Françoise, que même vous avez cru à cette histoire de Vaux-le-Vicomte, du roi qui découvre ce palais de son surintendant des finances, Nicolas Fouquet. Il est persuadé que l'homme a volé l'argent de l'État dans les caisses dont il avait la charge. Vous connaissez la suite. D'Artagnan, qui a existé, va interpeller, arrêter Fouquet, qui sera d'ailleurs lui-même condamné et qui mourra dans les prisons du sud de la France. C'est l'histoire de Fouquet. On a tous entendu parler de Vaux-le-Vicomte. Mais l'histoire est beaucoup plus complexe, en fait. Et l'histoire que l'on m'avait racontée et que j'ai pu vérifier est tout autre. Mais pour bien comprendre l'affaire de Vaux-le-Vicomte, il faut revenir à l'adolescence du roi. Tout ce qui va suivre maintenant est authentique. Ceux qui ont un doute, vous prenez des notes, vous vérifiez ce soir, vous verrez. Tellement l'histoire est folle. Nous sommes donc dans l'adolescence de Louis XIV qui vit avec maman, donc au Louvre, avec Anne d'Autriche. Il a 14-15 ans et il est devenu la star de la France. Ce jeune roi est beau, il est jeune, il est dynamique, il est promis à un avenir brillant. Toutes les femmes de la cour ont une envie, une seule, être la première. En un mot, la course au pucelage est lancée.
La maman est effrayée. On sait dans les descriptifs que l'on a de l'époque que quand ils se promènent dans les galeries du Louvre, des femmes ouvrent leur corsage devant le roi. D'autres prennent des postures douteuses. Alors Anne d'Autriche décide d'y mettre un terme. Elle ne veut pas que son fils tombe dans les bras de n'importe qui. Elle va recruter une femme qui aura pour mission de veiller sur le pucelage royal. Cette femme s'appelle Catherine Bélier, la baronne de Beauvais. Catherine Bélier est âgée de 40 ans au moment des faits. Elle a le visage piqueté par la vérole, elle boite et elle est borgne. On dit même qu'elle serait vicieuse, d'où son surnom de Cato la borgnesse. Et contre toute attente, c'est elle qui va déniaiser le roi. Imaginez la stupeur. Anne d'Autriche ne quitte pas sa chambre pendant 15 jours. Elle est en larmes. Le roi a été déniaisé par Cato la borgnesse. Alors, fort heureusement, la vie reprend son cours et Louis XIV va se marier. Il est marié, il est casé. Sauf que maman apprend qu'il entretient maintenant une relation coupable avec Henriette d'Angleterre. Henriette étant l'épouse de monsieur, frère du roi. En un mot, il fréquente sa belle-sœur. Et Anne d'Autriche se dit que si le clergé l'apprend, il en est fini de la carrière de roi de son fils. Il n'a pas encore le pouvoir qu'il va obtenir ensuite. Alors que fait-on pour éviter le scandale? Eh bien, on fait appel à un paravent. Le paravent, c'est le nom que l'on donne à une femme qui est payée pour venir jouer les amoureuses à la cour et en un mot détourner le regard. Et ce paravent s'appelle Mademoiselle de la Vallière. Elle est payée pour venir. On lui dit vous jouez à l'amoureuse du roi. Et on dit à Louis XIV, maintenant vous arrêtez vos bêtises et vous faites croire que vous avez cette jeune fille pour maîtresse. On va comme ça, j'allais dire, tromper les apparences. Oui, sauf que Louis XIV tombe amoureux de Mademoiselle de la Vallière et elle-même tombe amoureuse du roi. Et on ne s'y attendait pas. Et quand on les voit se promener ensemble, on est persuadé qu'ils jouent la comédie. Tout le pays pense qu'ils constituent un faux couple. Et quand Louis XIV arrive, on y est, à Vaux-le-Vicomte en 1662, il est accompagné non pas de son épouse qui est sur le point d'accoucher, mais il est accompagné de Mademoiselle de la Vallière. Et Fouquet tombe dans le piège. Il pense que ce n'est pas un vrai couple, il pense que c'est un paravent. Alors que fait-il? Il fait comprendre à Mademoiselle de la Vallière qu'il n'est pas insensible à son charme. Elle est quand même un peu heurtée, elle, la maîtresse du roi, qu'on lui fasse une proposition digne d'une catin. À qui s'en confie-t-elle? À Colbert. Colbert, l'ennemi juré de Fouquet. Ils étaient d'ailleurs si ennemis tous les deux que La Fontaine s'en est amusé. Et quand il a écrit La cigale et la fourmi, il fait une référence à la cigale qui est bien sûr Fouquet et la fourmi qui est Colbert. Quand Colbert apprend que Fouquet a voulu tromper le roi avec sa protégée, à qui se confie-t-il? Au roi en personne. Et Louis XIV, qui à l'époque ne dispose de rien, ni de biens, ni de château, ni de prestige, n'accepte pas qu'un de ses sujets veuille lui voler sa fiancée, ce qui explique pourquoi jamais, 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 il ne pardonnera à Fouquet la trahison. Versailles est donc né grâce ou à cause d'une femme. C'est souvent le cas. On vous doit tout, mesdames. Absolument. On va essayer de s'intéresser un peu, finalement, à la sexualité des plantes de votre grand parc. Oui, soit. Voilà. On va commencer par votre parcours, parce qu'il est assez incroyable, ce parcours. Vous dites que vous n'étiez pas un très bon élève, que votre famille ne vous faisait pas vraiment confiance. Et à 24 ans, vous êtes jardinier en chef de Versailles. Enfin, c'est une sacrée revanche. Alors déjà, il est vrai que... Et beaucoup de chance en même temps, parce que... Oui, beaucoup de chance. Vous avez commencé... Et puis un grand-père, on en parlait rapidement tout à l'heure, un grand-père qui était un luthier. Un passage sur vous, puis la sexualité des plantes. Oui. J'ai mis une petite parenthèse. Mon grand-père était luthier, mon grand-père était un homme exceptionnel, et mon grand-père avait un jardin potager qui permettait à la famille nombreuse, qui était la mienne, 7 enfants, de manger correctement. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde se foutait un petit peu de cet homme qui passait son temps à cultiver ses poireaux et ses tomates, et j'étais peut-être le seul à apprécier vraiment ce qu'il faisait. Et si mon grand-père ne m'a jamais appris le métier, je crois qu'il m'a encouragé à faire ce que je suis devenu aujourd'hui. Et il est vrai qu'au vu de mes résultats scolaires particulièrement brillants, vous placez brillant bien entendu entre parenthèses, mes parents m'ont inscrit d'autorité dans une école horticole. Moi, je voulais être photographe. C'était mon rêve. Je voulais parcourir la planète avec un appareil photo. On m'inscrit d'autorité dans une école horticole. Vu que je n'ai appris à dire non qu'à l'âge de 40 ans, j'ai donc végété pendant 3 ans.
Et quand j'ai quitté cette école au bout de 3 ans, j'ai emprunté le vélo Solex de ma maman pour trouver un job d'été, me payer mes vacances. Et j'ai trouvé ce job à Versailles, aux caisses. J'étais donc caissier. Là, on m'a proposé un job dans les jardins. Ça ne m'intéressait absolument pas. Sauf que le jardinier en chef de l'époque me propose un emploi et un logement. Quand vous êtes le 5e d'une famille de 7 enfants et qu'on vous propose un logement gratuit à Versailles, vous acceptez. Et je me suis dit, je vais rester dans le parc pendant 1 an ou 2, et après je deviendrai photographe. Et puis le problème, c'est que je suis tombé amoureux de Versailles, tombé amoureux de ces arbres, tombé amoureux de ce parc, et que je ne m'y suis plus. Et j'y suis resté. Et ensuite, j'ai eu un problème de hiérarchie. Quand on est nommé à Versailles, quand on a 19 ans, tous ceux qui vous dirigent sont forcément vieux et incompétents. À 19 ans, ils sont tous vieux et incompétents. Et je n'ai eu de cesse de vouloir me mettre au-dessus des vieux incompétents pour ne pas être dirigé par des incapables. Vous avez fait vite. Hein. Oui, peut-être, mais j'ai un problème aujourd'hui. C'est que je recrute quantité de jeunes. Et quand ils viennent dans mon bureau, ils s'installent et ils me regardent exactement comme moi-même je regardais ceux qui m'ont recruté 40 ans plus tôt. Que faire? Voilà. Donc je dirige ce parc depuis longtemps, c'est vrai, mais j'aime ce que je fais et j'ai essayé de donner à Versailles peut-être l'âme qu'il avait quelque peu perdue. Les jardiniers étant de grands complexés, ils voulaient que les pelouses ressemblent à des golfs. Voilà. Et alors ça, justement, je voudrais qu'on en parle parce que quand vous parlez déjà du jardin de votre famille, on est dans les années 60-70 où la pelouse, on ne marche pas dessus. Et à Versailles, c'était pareil. C'est vous qui avez fait changer ça. Mais partout, il y avait même dans toutes les villes, il y avait, rappelez-vous les panneaux, vous en avez tous connus. Pelouse interdite. Oui, vous respectez et faites respecter les plantations. Mais quel est l'intérêt d'un gazon si des enfants ne peuvent pas cueillir des fleurs pour leur maman ou des amoureux se rouler dedans? Où est l'intérêt? Une pelouse ne doit être interdite que si le piétinement va provoquer sa destruction ou d'éviter de pique-niquer dans la perspective royale. Mais une pelouse n'a d'intérêt que si on peut se l'approprier. Les parterres de fleurs qui étaient faits uniquement des sempiternelles bégonias, sauges ou verveines, aujourd'hui ce sont des grandes fleurs qui sentent bon. On a fait revenir les oiseaux, les insectes. Donc je crois qu'on a besoin de donner une vie dans ce lieu. Prenez l'exemple du potager de Louis XV qui n'existait plus. On l'a recréé. Maintenant, nous fournissons Alain Ducasse et le Plaza Athénée et nous produisons tout en zéro produit depuis plus de 17 ans, à une époque où on parle beaucoup du... Vous savez que vous dites ça dans une ville où, grâce au directeur des parcs et jardins, Pierre-Didier Jean, qui je crois est là, mais je veux le saluer, il n'y a plus de pesticides depuis 2005, que des produits naturels aussi. Mais cela prouve que les politiques d'alors avaient déjà conscience des dangers. L'occasion de rappeler qu'aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire, le glyphosate est prolongé pour 5 ans en agriculture. Alors je vous demande simplement de méditer ce soir, sachant qu'en France, on a le droit de mettre un produit sur des produits que vous mangez, mais vous n'avez pas le droit d'en mettre sur des produits que vous ne mangez pas. Donc le glyphosate est interdit dans les villes, mais on a le droit de le mettre dans les champs. Il y a quand même des gens extraordinaires, je trouve, qui nous pondent des choses grandioses. Alors... Le parc de Versailles, c'est combien de personnes qui travaillent dans les jardins? Versailles, c'est un grand domaine de 850 hectares qui en faisait 8500 du temps des rois. Il est parcouru par 43 km d'allées. Il est bordé de 18 500 arbres, dont 12 000 sont taillés en alignement tous les ans. Il est parcouru également par 70 km de buis taillés, là aussi 2 fois par an, planté environ d'1 million de fleurs et entretenu par une centaine de jardiniers, renforcé par une dizaine d'entreprises privées. Et notre grande fierté à Versailles, et je le dis sans aucun complexe, c'est ma petite crise d'autosatisfaction, Versailles ne coûte rien à l'État, nous sommes financés, les droits d'entrée suffisent à couvrir les frais de fonctionnement. Donc le château de Versailles ne vous coûte rien en tant qu'impôt. Je trouve que c'est quand même... Voilà. Quand, comme vous, on vit à Versailles, qu'on ouvre tous les matins ses fenêtres sur le parc, vous avez votre propre jardin au cœur de Versailles, quand il n'y a plus de visiteurs, que tout est fermé, ce parc est à vous, on ne se sent pas un peu le roi, en fait? Alors déjà, je vous le disais tout à l'heure, l'idée de vivre avec le peuple est pour moi insupportable. Je veux dire que... Plus sérieusement, il est vrai que j'ai le sentiment parfois que Versailles m'appartient un peu,
parce que le soir, les touristes partent. Je reste non pas le seul, on est quelques familles à y vivre, mais ce que je trouve fascinant aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'animaux sauvages. Certains nous créent quelques soucis. Nous avons une petite famille de sangliers en ce moment qui commence à nous créer quelques soucis. Enfin, une petite famille, ils sont 30. 30 parce que... Oui, ça doit faire un peu de dégâts quand même. Je ne veux pas les critiquer. Nous avons fait appel à l'Office national de la chasse. Qu'est-ce que vous allez faire à ces malheureux sangliers? Il faut malheureusement les limiter. 30 sangliers, il y a beaucoup de dégâts. Mais je pensais qu'à l'Office national de la chasse, ils savaient tirer. Et alors? Jusqu'à présent, je crois qu'ils en ont tué un. Mais c'est comme, ils sont très compétents. Mais on sait qu'on en a 30, on les a filmés. Voilà, donc on a quand même de problèmes. Mais il est fascinant de voir que dans ce parc qui est à 15 km de Paris, le soir, il y a une vie avec des renards, avec des sangliers, avec des chevreuils, avec des écureuils, avec quantité d'animaux. Et notre rôle aujourd'hui est également de faire de ce parc un lieu de vie. Versailles fut un lieu de royauté, un lieu présidentiel. Il l'est d'ailleurs toujours. C'est que le président de la République passe tous ses week-ends dans le parc. C'est donc un lieu historique. On veut également que ce soit aujourd'hui un lieu de modèle écologique. Vous avez évidemment vécu la tempête de 99 qui a fait tomber, je crois, près de... 18 500 arbres, mais il faudra en abattre 30 000 supplémentaires pour commencer vraiment les travaux de replantation. Et beaucoup d'animaux. Oui, il y a un écran derrière. Beaucoup d'oiseaux. Beaucoup d'oiseaux. Les mammifères n'ont pas souffert de la tempête, mais j'ai été surpris du nombre d'oiseaux morts, et les pigeons en particulier. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de planter? Et est-ce que quelque chose a changé du fait de cette tempête, du fait du changement climatique qui probablement entraînera d'autres épisodes aussi difficiles? Est-ce que vous avez modifié vos plantations? Est-ce que ça vous a fait évoluer? Alors déjà, il y a eu le côté positif de la tempête. La tempête à Versailles a fait prendre conscience, je crois, à la population française ou étrangère, de la fragilité de la nature, et qu'un arbre pouvait être centenaire, voire bicentenaire. Il pouvait parfois être arraché comme une allumette, donc que les arbres étaient fragiles et que tout devait être fait pour qu'ils soient protégés. La tempête de Versailles nous a également appris que si les pouvoirs publics avaient eu davantage de courage, les dégâts auraient été moindres. Nous avions demandé l'abattage d'un certain nombre d'arbres, car devenus vétustes et dangereux. Il n'y avait pas de budget nécessaire. Forcément, ces vieux arbres, en tombant sur des arbres sains, ont alourdi, j'allais dire, la facture environnementale. Et puis, nous avons fait venir des spécialistes. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il y avait des problèmes au niveau des dégâts, que ce n'était pas normal. Et ces spécialistes nous ont fait des pistes de replantation. Nous savons, par exemple, que les semis naturels sont beaucoup plus résistants aux tempêtes que quand on plante le végétal, même jeune. Nous savons également de manière certaine que lorsque vous taillez un végétal, pour lutter contre la réduction du branchage et du nombre de feuilles, il va produire des feuilles légèrement plus grandes. Donc nous savons que tailler un arbre ne réduit en rien sa prise au vent. Nous avons également rejoué sur la distance de plantation. Nous avons créé des zones de sécurité pour que si en pleine journée une tempête survenait, les visiteurs puissent se sentir en sécurité. Donc effectivement, on a tenu compte de l'ensemble de ces paramètres, et Versailles aujourd'hui n'est plus du tout, j'allais dire, atteint par cette tempête. Un visiteur ne peut même pas s'imaginer qu'il y a une tempête. Petite parenthèse qui me concerne personnellement, j'ai connu un parc qui était vieillissant et malade. J'ai connu un parc meurtri. Aujourd'hui, je connais un parc qui n'est pas beau, mais qui est renaissant. J'ai la chance de découvrir le parc comme Louis XIV lui-même le connaissait quand il était à Versailles. Je vois des arbres de la même dimension que celles que les arbres avaient du temps des rois. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais surtout, cette tempête a été pour nous un réconfort inouï. Lorsqu'il y a eu la tempête à Versailles, nous avons fait la une de tous les journaux du monde entier. Quand je dis du monde entier, on a du mal à s'imaginer l'impact médiatique. Et voir que ces arbres à qui on avait donné un nom, le chêne de Marie-Antoinette, le tulipier de la Reine, etc., eh bien, on a reçu des chèques, de l'argent de partout. Et c'est très réconfortant de voir que, par exemple, notre opération Planter un arbre, qui consistait à adopter 2000 arbres. On s'était dit, on va lancer une souscription pour 2000 arbres, et puis on verra si ça fonctionne ou pas. En 2 jours, les 2000 arbres étaient adoptés. Et on a trouvé des mécènes inouïs qui nous ont permis de reconstruire le jardin, les bosquets, le petit Trianon grâce à Nicolas Hayek qui a financé les travaux de restauration. Donc cette tempête a fait prendre conscience de la fragilité, mais a également été à l'origine d'un élan de générosité absolument hors du commun. Quand on est comme vous, jardinier
d'un morceau de patrimoine français qui est connu. Vous parlez de cet élan de solidarité. Patrimoine ou matrimoine? On va rester à Oui. patrimoine, là. On ne va pas ouvrir cette discussion-là. Alors, puisque vous parlez du féminin et du masculin, on dit un jardinier, on dit une jardinière. Ah, j'aime pas. Jardinière, ça fait potiche. Bah oui, ça fait potiche ou salade de légumes. Voilà. Donc on dit quoi? Une femme jardinier? Non, on peut dire jardinière, mais c'est vrai que c'est pas un mot. C'est un mot qui a été tellement employé, finalement, qu'on pourrait peut-être dire jardiniste. Pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas un mot. Le féminin de jardinier ne me plaît pas beaucoup parce que les femmes dans la corporation sont arrivées tardivement. Moi, je me flatte d'avoir été le premier à Versailles à avoir recruté des femmes dans les jardins. Aujourd'hui, la majorité de mes collaboratrices sont des femmes parce que les femmes apportent cette touche de finesse, d'intelligence, de subtilité que les hommes n'ont pas. Je vous remercie pour ces mots très aimables. Ça ne veut pas dire, mesdames, que vous n'avez pas pour autant des défauts, mais vous avez des qualités. Donc, c'était encore une petite parenthèse, petite digression. Quand on est jardinier comme vous, dans un jardin connu du monde entier, que vous allez apporter votre savoir au Japon, on le disait, en Chine et bien ailleurs, finalement, c'est votre main qui façonne un morceau du monde. Vous en avez conscience de ça? C'est assez fabuleux. Moi, ce n'est pas ma main. Moi, en fait, je suis comme un chef d'orchestre. Avant moi, des hommes ont dessiné des jardins. Ils ont en fait écrit des partitions. Et puis, je suis entouré d'une armée de collaborateurs qui, eux, sont les véritables artisans de Versailles. Là, aujourd'hui, je suis avec vous à Nancy pour en parler. Mais cet après-midi, j'ai quitté Nina, qui s'occupe des serres, Mehdi, qui est en charge du potager. Je pourrais vous parler de Coralie, qui dirige les parterres, ou de Sylvain, qui est en charge des bosquets. Ce sont eux et leurs équipes, leurs collaborateurs, qui font que Versailles traverse les siècles avec beauté, avec grandeur, et soit justement entretenu avec beaucoup de passion. Moi, mon rôle, c'est simplement de mettre en avant la partition écrite avant moi et interprétée par les gens que je viens de citer. Donc je suis une sorte de porte-parole. J'ai accepté avec beaucoup de plaisir votre invitation pour parler de Versailles, pour parler de mes livres bien sûr, mais aussi pour parler des jardiniers qui ont beaucoup trop souffert, je trouve, d'une image un petit peu désastreuse. Vous disiez que quand je me suis lancé dans l'horticulture, ma famille ne voyait pas ça d'un bon œil. Je fus surnommé, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais mes frères et sœurs m'appelaient la bouse, par exemple. C'est terrible, quand même. Oui, voilà, avant de me faire plier, il faut mettre le paquet, mais c'est vrai que se faire appeler la bouse, c'est quand même terrible. Mais souvenez-vous, là, je vais m'adresser à ceux de ma génération. Souvenez-vous de TF1 dans les années 70-80. Il y avait Michel le jardinier ou Nicolas le jardinier, ils étaient deux, qui officiaient sur les ondes. Et alors, l'image était la suivante. On les voyait dans le jardin, il pleuvait, c'était des tonnes d'eau qui tombaient sur eux. Ils avaient tous les deux, bien sûr, un chapeau de paille, même en hiver, un jardinier, un chapeau de paille, un tablier, une paire de bottes. Ils avaient les mains couvertes de boue et ils arrachaient, sous une pluie torrentielle, une botte de poireaux. Et ils regardaient, à travers leurs moustaches et leur barbe épaisse, la caméra et souriaient béatement. C'est terrible comme image. Ça vous donne pas envie. Voilà. Donc, moi, j'ai essayé... Le métier n'est pas assez valorisé. Voilà, en fait. Moi j'essaie de donner une image moderne de ma corporation. C'est Voltaire qui disait que jardinier est le plus noble des métiers. C'est le grand psychanalyste Freud qui disait que finalement ses travaux de médecine n'avaient pas servi à grand-chose. Peut-être aurait-il mieux fait de cultiver un potager. Ou c'est encore Antoine de Saint-Exupéry qui, quelques semaines avant de mourir abattu en vol dans son avion, dira en écrivant à un de ses amis, j'aurais aimé être jardinier. Donc jardinier, c'est le plus beau des métiers. C'est un métier qui est utile à tous. C'est un métier qui est positif. Imaginez une ville sans jardinier, une ville sans arbres, une ville sans couleurs, une ville sans oiseaux. Ça n'a aucun intérêt. Donc le jardinier, c'est un homme ou une femme que l'on ne peut qu'apprécier. Le cuisinier, je pense qu'à Nancy, on aime la bonne chair, n'existerait pas sans le jardinier. Donc c'est le plus beau des métiers. Et je voudrais que mes collaborateurs, mes amis, ceux que je connais ou que je ne connais pas, soient un peu mieux considérés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il mérite d'être applaudi. Aujourd'hui, il y a une vraie recrudescence de l'envie de jardiner, on le sent bien. Plein de gens achètent des plantes, fleurissent leur jardin, leur balcon. Donc le jardinage remplace parfois le divan d'Apsy. Donc votre métier
devrait au contraire être très, très considéré. Mais il ne l'est toujours pas. Je donnais un chiffre ce week-end sur les ondes de France Inter. Uniquement en produits chimiques, les Français achètent chaque année 620 millions d'euros de pesticides. Les Français dépensent chaque année plus d'argent pour le jardin qu'en matériel micro-informatique. C'est considérable. Le passe-temps préféré des Français, c'est le jardinage. Mais le drame du jardinage, voyez-vous, c'est que c'est une activité qui est un métier, mais aussi un loisir. Et à partir de ce moment-là, les politiques, pas tous, mais beaucoup, s'imaginent que le jardinage, finalement, est à la portée de tous. Et je trouve qu'effectivement, les jardiniers n'occupent pas la place qu'ils ont aujourd'hui. Jamais vous n'avez entendu que des jardiniers manifestaient dans la rue contre quoi que ce soit. Jamais vous n'avez appris qu'un ministre, un secrétaire d'État ou un député était un ancien jardinier. Les jardiniers ne sont pas considérés comme ils le sont. Mais je fais partie de ceux qui espèrent faire changer les choses et je les fais bouger de temps en temps. Oui, vous avez un rôle important là. Alors, revenons venons maintenant à la sexualité des plantes, puisqu'on en a. Je vous ai promis un petit passage là-dessus, parce que j'ai passé 1 heure avec Alain Baraton avant cette rencontre. J'ai appris des tas de choses. La sexualité des plantes est quand même extrêmement débridée. Torride. Et quand on parle finalement de compter fleurettes... Déjà, regardez les expressions au niveau de la sexualité où le végétal entre en action. Vous parliez de la sexualité des plantes. Si elle n'était pas aussi importante, on ne parlait pas de déflorer, défeuiller. Je vous rappelle que ce sont quand même des termes très significatifs. Non, les plantes ont inventé une sexualité particulière pour assurer leur devenir. Les plantes ont des facultés d'adaptation inouïes. Je vous donnerai quelques exemples. Prenez l'exemple du cocotier. Un cocotier pousse toujours verticalement, toujours. Sauf quand il est près de l'eau, où il penche au-dessus de l'eau, dans le but que la noix parte dans l'eau pour aller coloniser une terre lointaine. L'objectif principal d'une plante est de coloniser de nouveaux territoires. Je vous parlais du poirier ou du pommier. Le pommier, pourquoi le pommier produit-il une pomme ? Eh bien, tout simplement, la pomme qui entoure les pépins va donner aux pépins l'alimentation utile à ses futures graines pour germer. Et quand la pomme tombe, elle est donc mûre, elle est fruitée, elle est juteuse. Et donc l'animal ou l'homme va venir sous le pommier, prendre le fruit pour aller le manger tranquillement ailleurs. Et donc les pépins vont ainsi s'éloigner gentiment de l'arbre pour donner naissance à un nouvel arbre. Pourquoi le pommier fait ainsi ? Si l'arbre germait par-dessous, 2 cas de figure. Soit la graine ne pourrait pas germer, elle manquerait de lumière et elle manquerait d'eau à cause du pommier adulte qui est déjà en place. Mais le pommier adulte n'a pas non plus envie de voir sa place prise par ses propres enfants. En mettant au point ce système de fruits fruités et sucrés, il oblige la descendance à s'éloigner de lui pour vivre paisiblement. Vous prenez l'exemple de la figue également. L'histoire de la figue, c'est inouï. La figue n'est pas un fruit, déjà. La figue, c'est une sorte d'utricule qui contient les fruits. Vous n'avez jamais vu de figuier en fleurs, par exemple. Alors, comment le figuier fait-il pour se reproduire quand on sait que les fleurs mâles fleurissent avant les fleurs femelles ? Je vous rappelle que le principe de la reproduction est que le pollen produit par la fleur mâle se pose sur la fleur femelle. Si les fleurs n'apparaissent pas en même temps, il ne peut pas y avoir reproduction. Alors, comment fait le figuier pour contourner la difficulté ? Observez une figue, elle a toujours à l'extrémité un petit orifice. Eh bien, dès qu'elle se développe, il y a un insecte qui rentre à l'intérieur qui s'appelle le blastophage. C'est comme une petite guêpe. Il est à l'intérieur et la paroi intérieure de la figue est alors tapissée de fleurs mâles. La petite bestiole, elle est heureuse. La nourriture est délicieuse et à volonté. La bestiole gonfle, elle ne peut plus sortir, elle est prisonnière. Et pendant le temps qu'elle va rester dans le fruit, tout en mangeant, elle va couvrir son corps du pollen des fleurs mâles. Au bout de quelque temps, les fleurs mâles ont fané, il n'y a plus de pollen, mais d'autres fleurs apparaissent, les fleurs femelles, qui, elles, se mettent près de l'orifice, qui, comme par miracle, s'élargit. Quand la bestiole voit le jour, elle se dit c'est le moment de sortir, elle sort, et en sortant, elle frôle les pétales des fleurs femelles, dépose dessus le pollen récolté quelques semaines auparavant, et elle peut retrouver la liberté, et la figue est ainsi fécondée. La figue a donc été capable de se reproduire en demandant l'aide d'une petite bestiole, une petite guêpe. Donc on voit que les plantes ont été capables de se
de s'adapter de manière inouïe. Mais les plantes sont des grandes inconnues. Je vous pose une question piège. D'après vous, quel est l'âge C'est moi qui pose des questions. Quel est l'âge des arbres les plus vieux vivants sur la planète? 2000 ans? 9000. Les arbres les plus vieux Où vivent sont-ils? dans le nord de la Norvège. Ils ont été découverts il y a quelques années. Ce sont des sapins, de vrais sapins de Noël d'ailleurs, et qui vivent nanifiés dans une cuvette protégée des vents les plus froids. Ils ont été datés au carbone 14. Ils sont âgés de 9000 ans. Bien, moi, je vous dis que quand un arbre a 9000 ans, on frôle l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle les plantes, comme je vous le disais, ont mis en place une stratégie de survie ou de sexualité qui est assez étonnante. Vous avez des plantes qui sont, par exemple, dioïques. Il y a des plantes mâles et des plantes femelles. Souvent, on me dit, je ne comprends pas, j'ai dans mon jardin un hou, il n'y a jamais de fruits. Normal, s'il n'y a pas un pied femelle quelque part ou un pied mâle, il n'y aura pas de multiplication. Ici, on a un arbre, évidemment, auquel on tient beaucoup, qui est le ginkgo bilboa. Vous parlez de l'odeur terrible des arbres femelles, justement. Là encore, c'est extraordinaire. Le ginkgo biloba et non pas bilboa. Voilà. Pardon, oui. Biloba. Le ginkgo, qui est un arbre qui a été découvert en 1747 par le dénommé Engelbert. C'est un Allemand. Il voyage au Japon et il découvre cet arbre, un exemplaire, qui vivait près d'un temple bouddhiste. Les ginkgos, autrefois, occupaient tout l'hémisphère nord. Ils ont disparu, on ne sait pas pourquoi. On en retrouve un exemplaire. Par qui, comment, on ne sait pas. Toujours est-il que cet arbre a été identifié par Engelbert et il était capable ensuite de le reproduire. On a trouvé ensuite quelques pieds femelles. Mais il est vrai que le ginkgo, il y a des ginkgos mâles et des ginkgos femelles. Et dans les communes, lorsqu'on a planté le ginkgo femelle, on le regrette amèrement parce que le ginkgo femelle produit des fruits qui sont particulièrement puants à maturité. Mais quand je dis puants, ils le sont vraiment. Hein. Ils tombent par terre, ce sont de véritables boules puantes. On revient un petit peu au parc de Versailles et aux camélias, puisqu'on a commencé par les camélias. Il y en a beaucoup des camélias à Versailles? Maintenant, oui. Mais il n'y en a pas eu. Avant, non? Non, avant vous, il y en avait? Il n'y en avait aucun. Il n'y avait aucun camélia parce que ce n'était pas du tout une plante royale. Et puis je trouve ça navrant parce que le camélia, c'est une plante qui est magnifique. Parce que le camélia est une plante qu'aime ma maman. J'aime ma maman. Et j'avais simplement envie de lui faire plaisir aussi quand elle vient me voir et de lui montrer sa plante fétiche, la fleur qu'elle préfère. Et puis je me suis rendu compte que beaucoup de vieilles dames également aimaient les camélias. Et j'aime beaucoup les vieilles dames. Parce qu'un parc, c'est un Moi, lieu... j'aime beaucoup les camélias. Oui. Vous ne m'entraînerez pas sur... Voilà. Et c'est vrai qu'un parc, c'est un lieu... Je parlais tout à l'heure des enfants qui font des bouquets pour leur maman. Je parlais qu'une pelouse devait permettre à des amoureux de se rouler dedans. Mais c'est aussi un lieu, le parc, où des personnes âgées peuvent venir méditer sur leur vie passée et peut-être même sur leur devenir. Et c'est vrai que j'aime bien de temps en temps voir des vieilles dames qui ont les yeux qui brillent quand elles voient de beaux camélias. J'ai une habituée du domaine qui tous les ans me téléphone maintenant pour savoir si les camélias sont en fleurs, parce qu'elle a du mal à se déplacer, et elle ne veut pas venir pour rien. Donc oui, maintenant il y a une centaine de camélias, parce que je trouve que c'était un petit peu sacrilège que cette plante n'existe pas. Il n'y en avait pas sous prétexte que la plante n'étant pas plantée sous les rois, on ne devait pas en avoir. Je crois que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas que l'on replante à l'identique, c'est qu'on garde l'esprit des lieux. Et d'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que ceux qui me reprochent aujourd'hui de planter des camélias alors qu'il n'y en avait pas sont les mêmes qui se pâment devant l'art contemporain, alors que moi, je suis beaucoup plus critique à ce sujet. Oui, alors là, du coup, j'en oublie ma question. Mais si, ça y est, je l'ai retrouvée. Vous veniez de parler des habitués du parc. Alors, le parc de Versailles, il y a beaucoup d'habitués. Il se passe des tas de choses dedans. Et vous avez en particulier une habituée qui, au lendemain de la tempête, a quand même fait quelque chose d'assez incroyable. Il faut que vous racontiez ça. Je vois votre œil qui pétille. Versailles est un lieu qui a toujours entretenu les fantasmes. Versailles est un lieu qui a toujours fasciné. Je me rappelle dans ma
première jeunesse à Versailles, ou par la suite, lorsque j'ai connu des périodes de célibat, je me rappelle que j'adorais le soir guetter les touristes japonaises, parce que la touriste japonaise avait économisé pendant très longtemps pour venir, et mes proies, appelons-le ainsi, étaient désignées le lundi, jour de fermeture. Et la malheureuse arrivait, elle avait peu de congés, avait dépensé beaucoup d'argent et découvrait un Versailles fermé. Et fort heureusement, au pied de la porte, un mec avec les clés. Moi. Bon. Ça n'empêche que ma collection de râteaux a continué, bien entendu, à s'accumuler. Mais il est vrai que Versailles fascine énormément. Et il y avait une dame, une femme, que je vois toujours d'ailleurs, qui venait tous les jours dans le parc. Et lorsqu'il y a eu la tempête, le domaine fut fermé pendant pratiquement 3 mois. Et cette femme a eu, je ne sais comment, mes coordonnées téléphoniques et m'a appelé et m'a supplié de lui montrer les jardins. Vu que je la connaissais vu que c'était une habituée, un soir j'ai accepté. Je lui ai donc donné rendez-vous à la grille. Je suis venu la chercher en voiture et je l'ai emmenée au fond du parc. Vous êtes quand même très prévenant, hein. Bah non, mais j'ai un rôle aussi, c'est André Malraux qui parlait de la culture à mettre à la portée du plus grand nombre. Je pars du principe que Versailles ne m'appartient pas. Et mon rôle, effectivement, est de temps en temps de montrer Versailles, de le présenter et de le promouvoir. Je suis ici ce soir pour parler de Versailles, en quelque sorte même pour en faire sa publicité. Donc la provenance, oui. Je vous ferai remarquer qu'avant de parler de la jeune femme qu'elle était, je parle aussi des vieilles dames. Vous voyez que je ne suis pas... Hein, oui, vous avez toutes les cibles, en fait. bah oui, parce que je pense également à toutes les donations, voire héritage, on ne sait jamais. Plus sérieusement. Donc alors cette dame, qui était relativement jeune à l'époque, vient donc avec moi. Elle voit les arbres à terre, est très émue, et je m'arrête au fond du parc dans la perspective royale, et je descends de voiture et elle en fait de même. Et je m'éloigne pour allumer une cigarette, époque où je fumais encore. Et quand dans le parc, vous fumiez? Je fumais partout, oui. J'ai arrêté de fumer. Et quand je me retourne vers elle, elle me regardait fixement, elle avait quitté le manteau, et elle avait ce jour-là comme unique vêtement un manteau. Mais on était début janvier. Il faisait froid. Ah oui, oui, oui. Et vous avez beaucoup d'anecdotes comme ça? Non, j'ai vu quantité d'histoires. Alors écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Je vais essayer d'être extrêmement précis dans mes propos pour ne pas vous heurter. Parce que quand même, surtout en ce moment, j'ai pas envie d'être sur un site dénonce ton port. Mais j'ai un souvenir assez inouï. Alors je vais employer des images vraiment très imagées pour ne pas vous choquer. Mais en 1976, je suis donc caissier et c'est l'année de la canicule. Il y a la grande sécheresse, il fait une chaleur absolument inouïe. Et entre midi et 2, j'ai la pause déjeuner et je fais le tour du Grand Canal en vélo Solex, le vélo Solex de ma maman. Et je pique-nique ce jour-là près de ce que l'on appelle le restaurant La Flottille. C'est le Grand Canal, c'est là où il y a le plus de monde. Il y a un monde fou sur la pelouse, vous n'avez pas idée. En fait, on pourrait dire Versailles-les-Bains. Et toutes les barques qui sont louées par ceux qui veulent faire un petit peu de rame, eh bien, sont bien entendu en train de voguer sur l'eau. Et au milieu du Grand Canal, un jeune couple. Le jeune couple est jeune, tous les deux sont beaux et ils s'aiment profondément. Il fait une chaleur inouïe, l'homme a retiré sa chemise pour profiter au mieux du soleil, sa promise le regarde, elle est certainement admirative de cette musculature et elle décide, sans ralentir la cadence, de l'encourager. Si vous voyez ce que je veux dire. L'homme est un homme qui savoure, il ferme les yeux bien évidemment, elle aussi, elle s'applique, et quand les deux ouvrent les yeux, ils ne sont plus au milieu du Grand Canal, mais à 1 mètre de la margelle où 300 personnes les regardent. Et ce jour-là, j'étais là, mon regard a croisé celui de la jeune femme, j'ai jamais vu autant de détresse dans un regard que ce jour-là. Voilà donc un exemple. J'ai aussi vu une scène beaucoup plus dramatique d'une femme qui, comme une bande dessinée, décide de mettre fin à ses jours. Elle a une corde, elle a un parpaing et elle se jette dans le Grand Canal, sauf qu'elle a pied. Oui, c'est un petit peu stupide. Voilà. Il y a beaucoup de suicides à Versailles. Il y en a eu parce que Versailles est un lieu où justement quantité de personnes qui souffrent de graves problèmes ou des personnes vraiment en très grand mal de vivre, effectivement, aiment aller
peut-être pour finir leur vie. Versailles est vraiment un lieu qui ne laisse pas insensible. Le président Macron va recevoir Poutine à Versailles pour bien marquer les esprits. Versailles ne laisse personne, je crois, indifférent. Je suis persuadé qu'il y a ici, même ce soir, des gens qui sont fascinés par Versailles, par sa beauté, par son histoire, par tous ces événements tragiques ou comiques. Mais quand on parle d'événements tragiques, l'occasion également parfois de contester l'histoire telle qu'on nous l'a apprise. Au début, je vous disais que je suis toujours un peu choqué de voir comment on nous parle de l'histoire. Souvent, on nous occulte des grands pans de notre passé. Je vous donne un exemple concret. Quand vous lisez un ouvrage sur Versailles, un guide par exemple, à l'orangerie, vous découvrez que cette orangerie de Louis XIV a d'abord été construite par Levaux, elle a ensuite été améliorée, agrandie avec Mansart, qu'elle fait 13 mètres de hauteur, la galerie principale 300 mètres de longueur, les murs atteignent 6 mètres d'épaisseur à certains endroits, elle est exposée plein sud et qu'elle contenait du temps des rois 3000 plantes de type agrumes. Voilà ce que l'on vous dit quand on vous parle de l'orangerie. On aurait peut-être pu rajouter dans les livres d'histoire qu'en 1871, c'est la Commune. En un mot, c'est la guerre entre Paris et Versailles. Et l'orangerie du château est transformée en prison. Quantité de communards sont enfermés dans cette orangerie. Parmi ces communards célèbres, Louise Michel, qui va donc être internée à Versailles. Émile Zola aussi, il restera pendant quelques temps. Nous arrivons à l'automne et le conservateur du château est inquiet. L'hiver approche, il faut maintenant rentrer les orangers. Alors il prend contact avec le gouverneur militaire qui décide de libérer l'orangerie pour rentrer les orangers. Et que fait-on des prisonniers? Eh bien, on les monte sur les hauteurs de Versailles, du côté de Satory, où il y a encore un mur qui existe et qui s'appelle le mur des fusillés. J'aurais bien aimé que, quand on parle de Versailles, on n'oublie pas que Versailles, il n'y a pas que de la grandeur, il n'y a pas que des sourires, il y a aussi de la tragédie. Et j'invite un jour ceux qui se rendent à l'orangerie, peut-être pour un bal ou pour une soirée, de regarder à certains endroits les graffitis, car des jeunes qui ont été emprisonnés lors de la Commune ont eu le temps d'écrire des mots, des lettres d'amour, des poèmes, et certains passages sont extrêmement émouvants, c'est extrêmement troublant. Mais, vous savez, j'en profite, si vous le permettez, parce que j'aime bien de temps en temps pousser mon petit coup de gueule. Il y a une chose qui m'a toujours un petit peu déçu à Versailles. Je l'ai dit à Catherine Pégard, je l'ai dit à Jean-Jacques Ayagon, je l'ai dit à Christine Albanel, je le dis depuis toujours. Il y a une chose qui me choque. Quand vous visitez le château, la première pièce que vous découvrez est une galerie dite de pierre où sont apposées sur le mur les plaques qui rendent hommage aux donateurs. À Versailles, quand vous donnez de l'argent, vous avez votre nom qui est gravé dans le marbre et on vous salue, on vous remercie. Et c'est normal. Il est tout à fait normal que l'on remercie ainsi ceux qui permettent à Versailles d'avoir existé, d'avoir survécu et de continuer à briller. Mais je constate qu'il n'y a aucune plaque à la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie pour Versailles. Il n'y a pas un seul monument aux morts à Versailles. Dans toutes les gares, je n'ai pas visité celle de Nancy, mais je suis persuadé qu'il y a un monument aux morts pour les déportés, pour ceux qui sont morts pour fait de résistance, ou tout simplement lors d'un bombardement. Il y a certainement leurs mots, leurs noms qui sont gravés. À Versailles, non. À Versailles, on n'aime pas. À Versailles, on ne meurt pas. Dès qu'un roi, d'ailleurs, va mourir, on dit « vive le roi » et on en met un autre. Et il est vrai que Versailles est un lieu où la mortalité fut prodigieuse. C'est Madame de Sévigné qui parle ainsi. C'est également un lieu où l'on ne sait pas toujours rendre hommage à certaines personnes qui ont eu du courage. Si je vous parle ici même d'Antoine Richard, je suis persuadé que vous ne savez pas qui est cet homme. Antoine Richard est le fils de Claude. Antoine Richard est le jardinier de Marie-Antoinette. Cet homme a pour mission de détruire le jardin créé par son père pour faire le jardin de la reine et le hameau de la reine. Il faut du courage, parfois pour détruire l'œuvre de son papa. Cet homme, à la Révolution française, apprend que le château doit être détruit et le parc morcelé et mis aux enchères. Il s'oppose à ce projet. Il en faut du courage à cette époque pour s'opposer au projet des révolutionnaires. Et il propose deux choses. La première, de planter des arbres fruitiers tout autour du Grand Canal dans le Grand Parc. Ensuite, il plante des légumes dans tous les parterres sous les fenêtres du château. Et il ordonne et déclare que Versailles, maintenant, servira de lieu d'alimentation pour le peuple. On doit la survie de Versailles à Antoine Richard. Vous ne pensez pas qu'une petite plaque à la mémoire de cet homme aurait été la bienvenue? Il y a 163 plaques à Versailles avec des dizaines de noms de généreux donateurs. Aucune plaque n'indique ceux qui ont sauvé Versailles ou ceux qui y sont morts.
Et qu'est-ce qu'on vous répond quand vous dites Alors, ça? on y pense bien entendu. Alors moi, la seule chose que je dis, c'est que si je veux demain que mon nom soit gravé à Versailles, il faut surtout pas que j'y meure, mais il faut que je fasse un chèque. C'est quand même pas. Mais il y a un homme, un chef d'État, qui avait demandé à Jean-Jacques Ayagon, en visite officielle, à s'incliner devant le monument aux morts. Donc Ayagon était bien embêté, il n'existe pas, mais cet homme n'était pas non plus très recommandable, c'était Kadhafi. Quand on parle du parc de Versailles, on pense quand même à Le Nôtre. Et je sais que Le Nôtre, vous ne le portez pas beaucoup dans votre cœur, vous le soupçonnez même d'arrivisme. Enfin bref, c'est pas votre copain, quoi. C'est pas que c'est pas mon copain, mais j'ai été dans une salle de réunion pendant 15 ans où son portrait était devant moi déjà. Quand vous avez toujours la même tête devant vous, vous finissez vraiment par l'avoir en horreur. Et je me suis intéressé à Le Nôtre. Le Nôtre déjà est un contrarié. Le Nôtre voulait être peintre. Il deviendra jardinier parce que son père l'était et son grand-père l'était. La Quintini, dont on ne parle jamais, lui, voulait être jardinier, il était avocat. Il a changé volontairement son métier. André Le Nôtre n'est pas d'une gaieté exemplaire. On ne peut pas dire qu'on a envie de partir en vacances avec lui. On ne lui connaît, par exemple, aucune maîtresse. Alors, je sais, est-ce bien moral que de dire ça? Mais à une époque où c'est de bon ton d'en avoir une... C'est pas grave pour faire un parc. Hein. On est bien d'accord. Mais ce que je n'aime pas dans Le Nôtre, c'est sa radinerie. Il est d'une radinerie inouïe. Je vous donne un exemple concret. En 1686, la date est précise, il part chez le marquis de Pontchartrain se reposer, il est souffrant. Le marquis de Pontchartrain est impressionné. Il a chez lui le grand André Le Nôtre comme pensionnaire. Imaginez sa fierté. Il l'héberge gratuitement et il lui demande quelques conseils pour le jardin. Eh bien, Le Nôtre va lui facturer les conseils. À propos je change complètement de sujet, si vous le permettez, une petite découverte assez intéressante. En 1686, la date est précise, Louis XIV souffre d'une fistule anale. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail. Ce que je sais, c'est que c'est très douloureux. J'ai vu l'instrument qui permet de guérir. C'est redoutable. On dirait une faucille. On l'introduit et on tire. Ça doit être extrêmement douloureux. Là encore, les ouvrages historiques vous disent Louis XIV n'a pas versé une larme pendant l'intervention. Il faut savoir que le compte-rendu de l'intervention a été rédigé avant l'opération pour que Louis XIV lui-même puisse vérifier qu'on ne disait pas n'importe quoi. Toujours est-il que Louis XIV est guéri. Là aussi, petite anecdote, avant qu'on opère le roi, on a enlevé dans les cliniques de la région et les hôpitaux des malheureux pour s'entraîner sur eux. C'est quand même terrible, hein. Ah, ça, je vous assure que c'est vrai. Toujours est-il qu'en 1686, Louis XIV a été opéré avec succès de la fistule anale. Et il part à Saint-Cyr, juste à côté de Versailles, pendant quelques jours en convalescence méritée. Il est donc chez les sœurs et il est reçu par la mère supérieure. Imaginez cette femme, mademoiselle de Brinon. Mademoiselle de Brinon, qui a de quoi être fière. Elle a comme pensionnaire, comme malade, le roi de France. Elle a donc prévu à cette occasion, pardonnez-moi, de lui écrire un petit poème. Et elle lui écrit un poème. Lully, le musicien, entend le poème et se dit que c'est pas mal du tout. Il décide donc d'y mettre une musique. Et quand le roi arrive, il entend le poème et la musique. Une petite trentaine d'années plus tard, Handel, le musicien du roi Georges Ier d'Angleterre, de passage à Versailles, entend les paroles et la musique, et il les pique, et il arrive chez lui à Londres avec God Save the King. Et oui, ce qui me permet d'affirmer, non sans humour, que l'hymne britannique ne manque pas de fondement. Mais, pour ceux qui auraient un doute, vous allez sur les sites sérieux, Mademoiselle de Brinon, Archives nationales, vous verrez les paroles, Dieu sauve le roi, longue vie au roi. L'hymne britannique a bien été écrit par Mademoiselle de Brinon, et finalement c'est Handel qui a fait un pillage en règle pour l'offrir à la couronne britannique. Retour à Le Nôtre. Oui. Retour à Le Nôtre avec... Oui, Le Nôtre, pardonnez-moi, qui ne brillait pas non plus par sa modestie. Quand Le Nôtre écrit à son homologue, le duc de Bentinck, qui est en charge des maisons royales anglaises, il lui écrit en toutes lettres « Venez voir en France les plus beaux jardins ». Et il les cite. Fontainebleau, les Tuileries, Vaux-le-Vicomte, Versailles et surtout Chantilly. Donc déjà, on apprend par cette lettre que le jardin préféré de Le Nôtre est Chantilly, mais il ne cite que des jardins qu'il a lui-même créés. Ce n'est pas faire preuve d'une grande modestie, je trouve.
c'est vrai. Quand on... Mais il est quand même talentueux, hein. Voilà. Quand même, oui. On peut très bien être talentueux et être désagréable. Je connais quantité de personnalités très talentueuses et très désagréables. En même temps, ces jardins à la française qu'a fait le nôtre, ce sont des jardins de pouvoir. Vous venez de dire le mot juste. Merci. Ce sont des jardins de pouvoir qui ont pour objet de montrer aux visiteurs que le roi commande. Quand on traverse la France du temps de Louis XIV et qu'on a traversé des bocages, des champs, des forêts, des lagunes, et qu'on découvre un parc où les arbres sont tous plantés dans un garde-à-vous impeccable, où pas une feuille ne dépasse, on se dit que si le roi est capable de diriger autant la nature, il est donc capable de diriger les hommes. Ce sont des jardins de pouvoir. Autre avantage également pour Louis XIV, le jardin à la française, quand il a atteint sa maturité, ne bouge plus, n'évolue plus, il ne grandit plus, vu que l'ensemble de la structure est taillé. Donc le jardin ne vieillit pas. Et quand vous regardez un jardin qui ne vieillit pas, vous-même ne vieillissez pas. Quand vous plantez dans votre jardin un arbre, vous voyez le tronc grandir tous les ans, vous vous dites, je suis plus tout jeune, mais à Versailles, il n'y a pas d'arbre en isolé. L'arbre en isolé lui-même sera taillé. Le jardin à la française est tellement un jardin de pouvoir que lorsque le roi Louis XIV meurt en 1715, on ne veut plus d'autorité royale, on ne veut plus de jardin de pouvoir. C'est l'avènement du jardin à la fois paysager qui arrivera dans les années qui suivent. Alors justement, dans le dictionnaire amoureux des jardins, qui est vraiment passionnant, il y a 2 entrées qui touchent la Lorraine, les jardins majorels, et puis sous Ermenonville, René-Louis de Girardin, qui a été marquis à la cour de Stanislas, qui a déposé son dévolu sur la fille de Berthelot, qui était le maréchal des armées de Lorraine. Je crois qu'il détestait encore plus le nôtre que vous. Et c'est un peu lui l'inventeur des jardins paysagers. C'est lui qui, le premier, a eu l'idée de représenter la nature, non pas telle qu'elle est, mais telle que lui aurait aimé qu'elle soit. Et c'est lui qui déclara, je le cite de mémoire, « Les jardins de Monsieur Lenôtre sont si tristes que l'allée la plus fréquentée est celle qui mène à la sortie. » Alors, c'est peut-être un peu abusif quand même. Mais le marquis de Girardin, effectivement, a mis l'économie domestique au milieu même des jardins, et c'est l'inventeur du jardin vrai paysager, jardin à l'anglaise en opposition au jardin français. Mais il est vrai que le marquis de Girardin est un homme qui a beaucoup compté dans l'art des jardins. Et quand on vous demande quel est votre jardin idéal, vous répondez quoi? Celui de mon grand-père, parce que c'est un jardin de vie. Je n'accepte pas l'idée qu'un jardin comment dire, n'appartienne qu'à quelques-uns. Le jardin, c'est un don. On ne jardine jamais pour soi. On jardine toujours pour les autres, pour le partage. Quand on plante un arbre, on ne le plante pas pour soi, on le plante pour les générations futures. Alors le jardin de mon grand-père n'existe plus aujourd'hui. Mon grand-père nous a quittés il y a très longtemps. Ce jardin, j'en ai quelques vagues souvenirs, mais ce que je sais, c'est que quand j'étais dans ce jardin, j'étais heureux. Et un jardin, pour moi, c'est un lieu que l'on quitte à regret et un lieu qui rend heureux. Donc c'est le jardin de mon grand-père, sans aucun doute possible. Et dans le jardin qui est à vous, au cœur de Versailles, il y a quelle plante? Je dois vraiment répondre, j'ai un peu honte. Oh oui. J'ai un peu honte parce que je suis un contemplatif. Et il s'avère que j'estime que vous ne vous occupez pas de votre jardin. C'est-à-dire que je le regarde, mais il n'y a pas grand-chose qui pousse. J'ai un problème avec les jardins quand ils sont à moi. J'avais une maison sur l'île de Léron et j'avais un petit jardin. Et j'avais acheté cette maison il y a une quinzaine d'années. Et le voisin, un jour, vient me voir. Je n'y viens que pour les vacances. Et me dit, apparemment, vous n'êtes pas très doué en jardinage. Si vous voulez quelques conseils, je serais heureux de vous en donner. Donc, j'ai posé lui dire d'où je venais, vous voyez. Donc, et un jour, il a appris qui j'étais vraiment. Du coup, il a arrêté de me parler. Il a cru que je me moquais de lui. Pas du tout. Moi, un jardin, j'aime voir pousser les coquelicots. J'aime voir pousser les pissenlits. Et mon jardin, il est muré. Il est au milieu du parc de Versailles. J'ai un parc tout autour qui est admirablement entretenu. Donc, moi, dans le mien, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu la jungle, mais c'est un endroit qui est bien. J'ai une cabane, comment dire, qui est confortable. Le vin blanc, il est toujours servi à température et il ne manque jamais de glaçons pour le pastis. C'est un jardin plaisir, voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas envie non plus de passer mon temps à jardiner. Tu sais, partout où je vais, on me parle jardin. Le seul endroit où donc, quand je vais dans mon jardin, c'est pour me reposer, pour lire, pour profiter de mes petits-enfants. J'ai la chance d'être 2 fois grand-père. Mais voilà, mais je ne jardine malheureusement plus beaucoup, je n'ai pas le temps. Et quand bien même je l'aurais, je préfère voir la nature pousser. Est-ce que vous parlez aux plantes? Oui.
Oui. Mais vous savez, ce fut l'occasion d'une rencontre il y a longtemps d'un homme qui a beaucoup compté sur moi, qui était de la région, Jean-Pierre Coff. On va finir avec lui. J'étais Oui. très ami avec Jean-Pierre Coff, je faisais partie vraiment de ses très très proches. Et la première fois que j'ai rencontré Jean-Pierre Coff, c'était il y a plus de 20 ans. Et nous parlions tous les deux, nous étions invités dans une émission Enfin, nous étions filmés. Et il me pose la question que vous venez de me poser, est-ce que vous parlez, vous voyez, pour notre première rencontre, est-ce que vous parlez aux arbres? Et je lui dis bien sûr. Il me dit, est-ce qu'ils vous répondent? Je dis, ça c'est moins sûr, mais moi je leur parle. Et je dis, vous, est-ce que vous parlez à vos légumes? Mais il me dit tous les jours. Et je lui dis, mais ils doivent être inquiets quand même. Quand vous parlez au radis, vous devez quand même l'inquiéter parce qu'il sait comment il va terminer. Et je me rappellerai toujours cette phrase. Il me dit, non, il est très heureux. Il sait que je vais le prendre dans ma bouche. C'était Jean-Pierre Coff. Voilà. Mais je parle aux plantes. Je leur parle pas, quoi que ça m'arrive de leur parler à 2,8 g, mais par contre, j'ai une complicité avec elles. Et quand je suis amené à prendre des décisions importantes, j'adore m'asseoir au pied d'un vieux chêne. L'arbre le plus vieux de Versailles est un chêne qui a germé en 1662. Il pousse près du Grand Trianon et j'aime bien la présence de cet arbre. Et j'ai le sentiment qu'il est de bons conseils. Et quand j'ai dans ma vie des décisions graves ou importantes à prendre, j'aime bien m'asseoir à côté de lui. Je parle à voix haute, je parle souvent à voix haute, j'adore ça. Et quand je repars, je me suis fait une idée, j'ai le sentiment que c'est lui qui m'a, susurré la réponse. Et depuis que je fais ainsi, je ne me suis jamais trompé. Alors, un dernier mot sur Jean-Pierre Coff. Je crois qu'il repose sous des camélias. Il repose sous des camélias. Jean-Pierre avait une passion pour le jardin, mais vraiment une passion inouïe, peut-être même davantage que pour la nourriture. C'était vraiment son passe-temps préféré. Je me rappelle même être venu non loin de Nancy, à Lunéville, dans l'école agricole avec lui. C'est un homme qui adorait les camélias, et donc il repose dans son jardin, effectivement, sous un camélia, à 2 pas du camélia où repose sa maman. Une dernière question, et puis je vais vous laisser non plus parler, mais signer, parce que je pense qu'offrir un livre pour Noël d'Alain Baraton, c'est vraiment un très très beau cadeau, et vous l'offrir à vous-même aussi d'ailleurs. On dit qu'il n'y a pas de deuil dans un jardin. Il semble que les arbres souffrent. Est-ce que vous êtes sûr qu'une fleur ne souffre pas quand on la coupe? C'est la question que je me pose, pas tous les jours, mais souvent. Parce que les plantes sont douées, j'en suis convaincu, d'une conscience. Prenez l'exemple du bon vieux géranium que vous installez à la fenêtre de votre cuisine. Au bout de quelques jours, les feuilles et les fleurs se dirigent vers la fenêtre. Mais comment sait-elle, cette plante, que la lumière vient de la fenêtre? Aurait-elle des yeux? On sait qu'il y a des plantes qui sont sensibles au toucher. Le Mimosa pudica, par exemple, a la particularité d'avoir les feuilles qui se replient sitôt on les touche. On sait que si on plante un arbre dans la terre, les racines vont se diriger immédiatement en direction de l'eau. Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en automne? Ils anticipent l'action du gel qui risque de rendre l'eau inabsorbable à cause du gel, donc ils se placent en repos végétatif en se séparant de leur feuillage. Ils sont donc capables d'annoncer l'arrivée de l'automne. Ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas de calendrier. Donc finalement, les plantes sont capables souvent de réagir de manière inouïe. C'est Francis Allais, qui est un très grand ethnobotaniste, qui a souvent comparé les arbres à des bâtiments. Vous rendez-vous compte que l'arbre est capable de produire sa propre énergie, d'utiliser ses déchets comme alimentation, de fabriquer ses propres panneaux solaires, le tout sur un fût d'1 mètre de large à peine, pour parfois 60 mètres de hauteur. C'est inouï, les arbres. Les arbres sont capables de prouesses. Donc l'arbre ne souffre-t-il pas? Je me pose des questions. Moi qui ai malheureusement vu des centaines d'arbres coupés, j'en ai entendu grincer, craquer parfois, et je dois vous avouer que ça m'a un peu glacé le sang, parce que je pense que les arbres sont des êtres vivants, qu'on n'a peut-être pas encore moyen de communiquer avec eux, mais pour moi, tout être vivant déjà a le droit au respect, c'est sûr, mais je pense que l'arbre a peut-être une conscience que nous ne sommes pas encore capables d'évaluer ou de tester, mais peut-être qu'elle existe vraiment. Alain Baraton, merci infiniment pour cette rencontre. Alors, les dernières questions, ce sont celles de Bernard Pivot. Il y en a 2 au milieu dont nous attendons particulièrement la réponse. Mais d'abord, quel est votre mot préféré? J'en ai plusieurs. Voilà. Concupiscent. C'est un mot qu'on n'emploie jamais, je trouve très laid. Mais concupiscent, je vous défie de placer ça dans une conversation ou même par écrit.
Donc ça fait partie des mots, parce que les mots préférés, j'aurais pu vous dire le mot aimer, le mot boire, le mot dormir, mais concupiscent, suspect, vous voyez, des mots comme ça qui me je trouve bizarres. Et alors le mot que vous détestez? Oh, c'est certes, le mot que je déteste. Le mot, il y en a plusieurs. Le mot permaculture et le mot ludique. Ludique, je ne sais pas pourquoi, je déteste ce mot, mais le mot permaculture. La permaculture, c'est devenu très à la mode. La permaculture, c'est jardiner en respectant l'environnement et le végétal. Oui, c'est jardiner, quoi. Voilà. C'est tellement plus beau, effectivement. Votre drogue favorite? La drogue favorite, je réponds honnêtement. Oh oui, oui, oui. Alors, autrefois, c'était les femmes. C'était... Non, je dirais que c'est le café, peut-être. Oh, c'est moins drôle. Hein. Oui, ouais, mais c'est moins coûteux aussi. C'est vrai. Et les deux sont des excitants, je vous remarque. Bravo. Le son, le bruit que vous aimez? Ah, j'adore de plus en plus maintenant le bruit des vieilles comptoises. Au début, j'étais terrifié. Vous savez, ces vieilles pendules dans les maisons, on se dit c'est terrible. Il n'y a pas de vie. On entend le tac-tac. C'est sinistre. Et finalement, avec l'âge, je commence à trouver ça assez étonnant. Ce bruit du temps qui passe. Ouais, je trouve ça sinistre, moi. Quel est le son, le bruit que vous détestez? Il y en a plein. Peut-être tout ce qui est sirène de véhicules de secours. Je trouve ça angoissant. Alors, les deux dernières. La plante, l'arbre ou la fleur dans laquelle vous aimeriez être réincarné? La pivoine, incontestablement. Et pourquoi la pivoine? J'adore les pivoines. C'est très beau. C'est une fleur à elle seule, c'est un bouquet. La floraison est de courte durée. Ne dit-on pas rougir comme une pivoine? Donc c'est une plante également qui peut mettre en avant l'émotion. Et je trouve ça extraordinaire. La pivoine est certainement la seule fleur dans mon jardin que je n'oserais pas cueillir tellement je la trouve belle. J'adore les pivoines. Si Dieu existe, Alain Baraton, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? J'aimerais surtout qu'ils ne me disent pas « Mon Dieu, le jardin est dans piteux état, on attend, vous attendez ». Ce serait effrayant, effrayant. Merci beaucoup, Alain, de cette rencontre. Merci. Alors, vous allez retrouver Alain dans l'entrée de la salle Poirel pour dédicacer. Notre prochaine rencontre aura lieu le 7 février. Nous accueillerons Delphine de Vigan, qui publie un nouveau roman en janvier. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci beaucoup.